Reprise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre la parole, peu importe l'heure, pour parler des enjeux importants auxquels font face les Canadiens. Au début, je veux faire une recognition de le territoire de nation algonquin et to the Algonquin Nation Express. J'aimerais témoigner toute ma gratitude aux Algonquins de toute leur générosité et hospitalité. Megwitch. Eh bien, sachez que ça a été très intéressant ce soir. On est à distance et chaque parti est en train de réduire le nombre de députés présents à la Chambre. J'étais là avec ma collègue de Nanaimo Ladysmith et de Fredericton. On a pris des tours. Au cours des derniers votes, je votais par Zoom, tout comme d'autres personnes qui se trouvent dans cette enceinte. Il y a eu un moment où on entendait la voix de Donald Trump pendant qu'on votait. Sur un des canaux, il y avait une personne qui est en train d'écouter le débat présidentiel des États-Unis. Je vous le mentionne parce que je suis tellement reconnaissante d'être canadienne. Je suis vraiment reconnaissante d'être ici avec vous tous ce soir et d'être avec ceux qui se trouvent sur Zoom. Je suis reconnaissante de voir que même s'il s'agit parfois de débats partisans qui peuvent être toxiques, on s'écoute. Pour la plupart d'entre nous, on se parle dans le respect. On n'a pas un chef qui crie et qui refuse de condamner la suprématie des Blancs. Alors, dans le cadre de ce discours, j'aimerais vraiment parler de ces choses qui nous rendent Canadiens et Canadiennes. Je suis reconnaissante que ce Parlement soit un Parlement minoritaire. Moi, je n'aime pas ces fausses majorités où une minorité des électeurs peuvent donner 100% du pouvoir au parti qui a le plus de sièges. Je suis vraiment reconnaissante que ce Parlement, même s'il y avait la COVID, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille en étroite collaboration avec les ministres et les secrétaires parlementaires pour que les commettants reviennent. On a travaillé avec le ministre des Affaires mondiales. On a trouvé des solutions. Je suis reconnaissante que le Parti néo-démocrate ait travaillé avec les libéraux pour améliorer considérablement le projet de loi dont on est saisi. On ne peut pas dire que ça règle tous les maux, et je vais en parler tout à l'heure, bien entendu, mais à tout le moins, un de nos collègues a dit tout à l'heure que c'était un échec pour le Canada et j'aimerais répondre directement à cette question. Je vous dirais que oui, on a du mal. Toutes les familles humaines, peu importe où on se trouve, peu importe les sociétés, peu importe les gouvernements, même dans des démocraties saines et prospères, même dans des pays qui étaient sur le bord de l'effondrement avant la COVID, il faut comprendre que tous les pays ont du mal dans une certaine mesure. Et je suis ravie de ne pas être au Brésil où Bolsonaro vient de se débarrasser de toutes les restrictions imposées sur le fait de couper des arbres dans les mangroves, alors que dans l'Amazonie, on est en train de perdre des terres humides et une biodiversité qui... Notre planète. Et maintenant, c'est en feu. Le fumier qui pour nous, en Colombie-Britannique, nous avons respiré le fumier de Californie, de Oregon et Washington. Nous sommes en même temps dans l'urgence de pandémie et aussi en même temps en urgence de changement climatique. So when I look around the world where I could... Quand je regarde autour du monde et je me demande où est-ce que je pourrais habiter, dans quel pays je voudrais m'installer, eh bien, quand je réfléchis à tout cela, je ne peux pas dire que ce soit un échec au Canada. On a du mal, mais on travaille ensemble. Et tant et aussi longtemps qu'on conserve cet esprit de collaboration, ça va aller, ça va bien aller. On va être en mesure de pouvoir se rebâtir et mieux. On va être en mesure de imaginer notre avenir et on va être en mesure de pouvoir aller de l'avant. Même si on ne se fait pas tellement confiance, on va pouvoir passer outre les différences de parti et on va se faire confiance.
Si j'avais du mal, je sais que je pourrais prendre le téléphone, appeler l'un d'entre vous et je sais que vous m'aideriez. On est une famille de Canadiens et de Canadiennes. Et dans ce cadre-là, j'accueille favorablement cette législation. J'espère que cette législation permettra de répondre aux préoccupations de la plupart des Canadiens, mais on voit que clairement, on ne répond pas aux besoins de tous les Canadiens et Canadiennes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a un groupe de Canadiens qui a été laissé pour compte. Ce sont les Canadiens ayant des handicaps. Il y a encore beaucoup plus de travail à faire dans ce domaine. Et je songe aussi aux entreprises. Mon ami de Courtney Alberni en parlait tout à l'heure. Il y a tellement d'entreprises qui sont dans le pétrin. Je suis vraiment préoccupée pour le secteur du tourisme. Songeons au tourisme iconique à toutes ces entreprises. Notamment, il y a Butcher Gardens à Vancouver. Tout le monde au Canada connaît Butcher Gardens. J'ai parlé avec le PDG de cette entreprise. Il a très peur que leur entreprise va faire faillite d'ici l'année prochaine. Ils ont dû congédier 450 personnes. Ils ont perdu 90 de leurs affaires. Il n'y a pas d'aide qui arrive. Ces entreprises du tourisme ont vraiment besoin d'aide, d'allègement et de flux de trésorerie. Les petites entreprises, les restaurateurs, les entreprises de tourisme ou de tours guidés, les petites et grandes entreprises sont encore dans le pétrin et on ne sait pas quand est-ce que la pandémie prendra fin. Je me rappelle quand ça a commencé, je me rappelle que j'étais ici, c'était le 13 mars, et je me disais, bon sang, est-ce qu'on va vraiment pas revenir avant le 20 avril? Ça me semble plutôt long comme période. Est-ce que vous vous rappelez, chers collègues, comment on se sentait à l'époque? On n'avait aucune idée, et on n'a toujours aucune idée d'ailleurs. Il est important que le Canada se tienne ensemble et qu'on se tienne vraiment ensemble, qu'on se serre les coudes. Avant de revenir au projet de loi, j'aimerais vous dire qu'il y a un universitaire très connu au Canada qui s'appelle Thomas Andrew Dixon et il a un livre qui parle de l'espoir et de l'importance d'utiliser l'espoir comme outil pour pouvoir permettre aux gens de s'en sortir dans des moments difficiles. Ce livre n'aurait pas pu paraître à un moment plus important où on voit des crises climatiques et aussi une pandémie qui a lieu en même temps. Et il a parlé du fait que dans certains pays, et en fait d'ailleurs dans la plupart des pays, et c'est encourageant, la plupart des pays voient plus de cohésion sociale qu'avant que la pandémie n'ait lieu. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas au Brésil, mais c'est le cas dans la plupart des nations. La plupart des pays ont ce sentiment dont me parlait mon père auparavant. Il a grandi à Londres lors du Blitz et il disait qu'ils se sentaient tous unis, qu'ils étaient tous dans le même bateau. À un moment donné, on parlait d'un problème en Nouvelle-Écosse par rapport à l'environnement et mon père m'a dit « Je préférais la Deuxième Guerre mondiale ». Et j'ai dit à mon père « Comment as-tu pu préférer la Deuxième Guerre mondiale? Tu aurais pu te faire exploser à tout moment. » Et il m'a dit « Mais non. À l'époque, on avait vraiment un sentiment que le gouvernement nous aidait, qu'il était de notre côté. » Et c'est ce que les gens sentent pour la toute première fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce point de vue-là. On ne pensait pas que si on avait du mal, on pouvait demander à un millionnaire de nous aider parce qu'il s'occupe seulement de leur propre argent. Mais bon, revenons à nos moutons, on revient au projet de loi. Je suis vraiment ravie de voir les changements qui ont été apportés pour veiller à ce que ce soit 500 $ par semaine et non pas 400 $ par semaine. Je suis ravie de voir qu'on essaie de comprendre comment on peut avoir une prestation de relance, aussi pour les congés de maladie, un autre pour les aidants naturels. Mais quand on lit tous ces détails, eh bien, je dois dire à quel point c'est difficile de légiférer en fournissant des exemples, en espérant n'oublier personne. On commence donc à réfléchir à cela et je vous donne des exemples si vous le souhaitez. Bien entendu, tous mes collègues l'ont lu, mais pour les téléspectateurs, s'il y a des insomniaques qui nous écoutent en ce moment. Regardez. Bon, il faudrait voir qu'il y a une prestation. Vous y êtes admissible si votre enfant est âgé de moins de 12 ans le premier jour de la semaine parce que l'école où l'enfant irait, pour des raisons de COVID, a fermé
ou est seulement ouvert à certaines heures de la journée, ou encore l'enfant ne pouvait pas y aller parce que l'enfant a contracté ou aurait pu contracter la COVID, ou encore l'enfant a été placé en isolement préventif parce que le médecin dit que ce serait mieux que l'enfant soit en isolement, ou encore qu'il y aurait des risques pour leur santé, ou peut-être que le gardien ou la gardienne n'est pas disponible en raison de la COVID, ou encore ils se sont occupés d'un membre de la famille qui a eu des soins parce que le programme où ce membre de la famille allait était fermé. Et la liste continue parce qu'en essayant d'anticiper tous les détails afin de pouvoir avoir une prestation qui fonctionne pour tout le monde, eh bien, si on parle seulement de détails, on oublie toujours des gens. Alors, pour la première fois, je vous suggérais de nouveau qu'il faut penser au caractère universel de notre filet de sécurité sociale. Notre système a fonctionné parce si Tommy avait dit à l'époque que l'on devrait créer un système de santé pour pouvoir aider tout le monde, eh bien, ça n'aurait pas fonctionné. Si vous êtes très, très malade ou si vous êtes un petit peu malade, eh bien, on vous verserait tant. Vous savez, la question de l'universalité est essentielle pour ce filet de sécurité sociale. Donc, il est grand temps que l'on mette sur pied un revenu minimum de base. Et je pense que le secrétaire parlementaire a fait une évaluation initiale et il a dit que ce revenu de base serait moins cher que la PCU. Mais ce revenu universel, eh bien, nous permettrait de sauver de l'argent. Ça nous sauverait de l'argent au niveau des corrections aussi, parce qu'il est moins cher de nous assurer que les personnes puissent aller à l'école, puissent aller à l'université. Et il est très cher, par exemple, d'avoir énormément de prisonniers. Ça coûte à peu près 100 000 $ par an. Un de nos sénateurs l'a dit dans un de ses ouvrages, et il y a énormément de raisons de mettre sur pied un revenu universel de base. La ministre de l'Emploi, du Développement et des personnes en situation de handicap a dit ceci. Elle a dit, voilà ce que nous proposons maintenant. Nous mettons sur pied une nouvelle prestation pour remplacer la PCU. Il va y avoir aussi une prestation pour les congés maladie, et je suis d'accord. Les Canadiens et Canadiennes pourraient devoir prendre ces congés de maladie. Mais ce que je voulais dire, c'était que la ministre a dit que ce n'est pas parce que nous faisons cela maintenant qu'il ne va pas falloir avoir d'autres conversations à l'avenir. Donc pensons très fort à ça. Il faut que l'on travaille avec Finance Canada et avec le directeur parlementaire du budget, avec les gouvernements provinciaux, territoriaux. Il faut que l'on voit combien d'argent nous pourrions mettre de sauver si l'on ne mettait pas sur pied ces prestations d'urgence. Par exemple, si une mère retourne au travail, eh bien, il faudrait voir combien on pourrait économiser. Par exemple, si on pourrait économiser des programmes d'aide à l'enfance qu'elle toucherait. Donc, c'est une assurance, en fait, canadienne, et c'est dans l'intérêt de tous les Canadiens. C'est dans l'intérêt de la santé de notre société. Et on ne va pas pouvoir gérer la question du climat si l'on n'agit pas très rapidement. Mais bon, nous ne débattons pas de la question du climat ce soir, donc je vais m'en tenir à ce projet de loi. Donc nous avons ici un aperçu de ce qui doit être fait, mais il faut que l'on en fasse davantage. Donc je suis heureuse de voir ce qu'a dit la ministre il y a à peu près 13 heures. S'il faut que l'on parle d'un revenu garanti de base dans ce pays, eh bien, quel genre de progrès avons-nous fait? Il y a un an, personne ne parlait de ce genre de revenu de base, à part les Verts et certains députés du NPD.
Mais il faut que l'on saisisse cette occasion et que l'on voit à quel point ce moment est un moment vraiment de transformation. Cette pandémie a un effet sur le Canada, certes, mais aussi sur le monde entier. Chaque démocratie, chaque pays du G20 fait face à de la dette et un déficit très important. Il faut que l'on pense très grand, que l'on réimagine nos règles. J'étais ravie de voir que l'on a cité les Nations unies. Il faut que l'on parle d'une conférence, une nouvelle conférence de Bretton Woods, que l'on voit ce qui peut être fait, car nous trouvons à un moment charnière. Ce projet de loi va nous aider, mais ça ne va pas être assez. Donc, adoptons ce projet de loi rapidement. Merci. Questions and comments, l'honorable député de Lac-Sauge. Madame la Présidente, j'ai un immense respect pour la députée qui vient de faire ce discours. Franchement, je la suis depuis ses débuts et je l'adore, je dois vous le dire. On se fait des confidences ce soir. Mais il y a une chose que ma mère m'a dite, et je vais toujours me rappeler, elle m'a dit, faut jamais que tu te compares au pire, parce que c'est sûr que tu vas être le meilleur. Fait que, ce soir, on a entendu Bolsonaro, on a entendu Trump. C'est bien évident qu'on est meilleur que ces comparaisons-là. Mais ce soir, pourquoi on est là? Parce qu'il y a un bâillon. Parce qu'il y a 6 semaines, le Parlement a été prorogé. Je pense pas que ça, c'est s'appeler les meilleurs. Et j'aimerais savoir... En fait, j'aimerais que la députée, pour laquelle j'ai un immense respect, j'aimerais qu'elle m'explique, selon elle, pourquoi le gouvernement a prorogé le Parlement? Est-ce que c'est pour vraiment faire un discours du trône et réorienter sa vision des choses pour la COVID, ou c'est plutôt pour cacher des scandales comme We Charity? Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue. Je suis tellement ravie avec les nouvelles qu'il m'adore. C'est tellement difficile de parler des autres choses maintenant. I will say, pardon, avec l'heure très tard, I think I'm almost... Je suis un peu fatiguée. Je dois dire que j'ai du mal à m'exprimer en anglais, donc en français également. Je pense que l'on n'aurait pas vu de prorogation si Bill Morneau et le Premier ministre n'avaient pas été impliqués dans le scandale de l'organisme uni. Ça, c'est sûr. Mais je suis assez tolérante dans le sens où je comprends qu'il y a une différence entre la prorogation de 2008, qui était inconstitutionnelle, qui a été faite par le Premier ministre pour éviter un vote qu'il aurait perdu, qu'il n'aurait pas pu former un gouvernement parce qu'il y avait une coalition qui s'en venait. Et d'ailleurs, dans toutes les nations du Commonwealth, donc celles qui utilisent la démocratie, le système de Westminster, eh bien, de toutes ces nations, il n'y a qu'un seul autre pays qui a vu un Premier ministre demander une prorogation pour éviter un vote qu'il aurait perdu. Il y avait un autre Premier ministre canadien, Sir John A. Macdonald, mais il y avait aussi le Sri Lanka, où le gouverneur général leur a dit non, en fait. Donc, il y a des prorogations qui sont inconstitutionnelles, qui sont toxiques, et d'autres qui sont assez... qui servent. L'honorable député de Coachit-Malonhat-Langford. Merci, Madame la Présidente. Merci à ma collègue et ma voisine. Je vois le mont Maxwell de chez moi et je sais que cette montagne est dans la circonscription de ma collègue. Donc, nous parlons du projet de loi C4 ce soir et je vais me servir de cette occasion pour vous dire que c'est une première étape. Beaucoup de Canadiens voient que nous avons là l'occasion de réimaginer le potentiel de notre pays. Nous avons entendu parler de beaucoup de choses. Nous avons parlé du coût. Et je dois dire que oui, le coût est assez important. Mais ma collègue a aussi parlé du coût de la pauvreté institutionnelle.
Et cette pauvreté est très importante et ralentit beaucoup de nos collectivités. Si vous regardez la crise des opioïdes dans la vallée de Couch, eh bien, nous pouvons tirer des conclusions directes avec cette pauvreté institutionnelle. Il y a des traumatismes qui sont liés à ces crises et à cette pauvreté. Toutes ces crises ont des conséquences pour notre société, comme elle l'a dit, des conséquences sur nos services de santé. Et donc, j'aimerais savoir si un revenu minimum garanti pourrait améliorer notre pays de manière sociale, sur la question de la santé aussi, mais aussi de nous envoyer dans une meilleure direction. La députée de Saanich Gulf Island. Merci à mon honorable collègue pour sa question. Je sais que dernièrement, vous n'avez pas pu voir la montagne dont vous parliez parce qu'il y avait énormément de fumée. Et donc, c'était compliqué parce qu'il fallait que l'on voie nos amis à distance, mais on ne pouvait pas les voir parce qu'il y avait trop de fumée. Et ensuite, ils ne pouvaient pas venir chez vous parce qu'ils ne faisaient pas partie de votre bulle sociale. La pauvreté institutionnelle ne doit pas être acceptée par les Canadiens et par notre pays. Peut-être que c'est quelque chose dont on a l'habitude en Europe. En Europe, nous ne voyons pas énormément de personnes, de mendiants. Et je n'ai pas vu Jim depuis longtemps. Jim est un ami à moi qui est vétéran, qui a besoin de quémander juste à l'extérieur du château de Laurier pour pouvoir pour pouvoir se nourrir. Et comme l'a dit le docteur Martin Luther King, il y a une seule solution qui nous permettra d'éradiquer la pauvreté. C'est un revenu garanti. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais tout d'abord souligner que ma collègue a encore fait preuve d'élégance, d'éloquence et même à 1h50 du matin. J'apprécie ses commentaires et son discours, surtout lorsqu'elle a parlé de la collaboration qui a eu lieu au début et de l'approche Équipe Canada, et une approche qui a été adoptée pour ce projet de loi. Ces commentaires ont également été faits par mon collègue de Edmonton-Strathcona et de Vancouver-Est. Ils ont souligné le fait que ce projet de loi est le résultat d'une collaboration entre le gouvernement et les partis et le NPD et d'autres partis. Donc, le gouvernement a énormément écouté les députés d'en face, mais aussi les différents commettants, les travailleurs, les Canadiens, les Canadiennes, les différentes familles, les syndicats, les entreprises. Et donc, cette collaboration, cette écoute, eh bien, c'est la force qui est contenue dans ce projet de loi. Et comme l'a dit la députée, la législation va évoluer. Il va y avoir des changements d'apporter. Et l'évolution, eh bien, cette question de l'évolution a toujours été présente tout au long de la pandémie. Et donc, j'aimerais demander à la députée ce qu'elle pense de cette collaboration. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci à mon honorable collègue pour sa question. Eh bien, lors de la pandémie, j'ai toujours dit ceci à mes commettants parce que nous avons continué à organiser des réunions. Les réunions en personne ont été remplacées par Zoom. C'est compliqué, mais nous le faisons et donc nous nous retrouvons régulièrement. Et
J'entends souvent ceci. Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir garder leurs entreprises à flot, comment ils vont pouvoir joindre les deux bouts, mais ils sont très encouragés lorsque je leur dis que nous allons être là pour eux et que les fonctionnaires travaillent très fort pour les aider. Et notre ennemi premier, c'est la partisanerie. Il y a eu le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et d'autres élections. Plus il y a d'élections, eh bien, moins je me sens en sécurité. Ce n'est pas que la question de la démocratie n'est pas bonne, mais j'ai peur que l'on soit en train de vouloir marquer des points politiques. Et oui, ce projet de loi démontre qu'il y a bel et bien une collaboration au Canada.